On parle beaucoup depuis quelques jours, Nathalie, d'unité nationale, mais attention, toute la France n'était pas dans la rue hier. Ah non, Élise, faut pas faire preuve d'angélisme. C'est justement ceux qui ne sont pas Charlie qu'il faut repérer. Oui, plus en détail. Oui, bon, je les ai cités tout simplement parce qu'ils sont pas inintéressants, mais c'est vrai qu'ils sont très 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 en dessous du bouquin de Todd en termes d'intérêt. Ben, en gros, bon, ce qui est intéressant dans ce qu'a écrit Monsieur Mathieu Foulot, bon, je suis loin d'être d'accord avec tout ce qu'il dit, hein, mais ce qui est intéressant, et c'est pour ça que le bouquin mérite d'être cité, je crois qu'il faut être capable d'intégrer la critique qui nous est faite. Et en gros, ce qu'il explique, c'est que le conspirationnisme ne consiste pas à dire qu'il y a des complots. Parce que ça, qu'il y ait des complots, enfin tout le monde le sait. Le conspirationnisme consiste à dire que s'il se passe quelque chose, c'est forcément parce qu'il y a eu complot. Et il a raison, c'est un biais cognitif. C'est pas dramatique, hein, tout le monde a des problèmes. Mais dans certains cas, je l'ai observé d'ailleurs à EER, entre autres, ça peut vraiment brouiller les perceptions des gens. Et alors lui, il analyse ça en disant que, si vous voulez, en gros, les gens qui ont ce biais cognitif, en fait, c'est parce qu'ils sont, si je résume vraiment à l'extrême son propos, ils sont dépassés par la complexité du monde, et ils recherchent une simplicité en comment dire, en retrouvant une explication unique, parce que c'est toujours beaucoup plus facile évidemment d'aborder un phénomène si vous admettez qu'il est possible de formuler une analyse monocausale, de dire voilà, il y a une cause et puis ça vient de là. Et c'est toujours beaucoup plus compliqué quand vous êtes confronté à une réalité qui est protéiforme et où, ma foi, vous ne savez qu'une seule chose, c'est qu'en fait, vous ne savez pas vraiment ce qui se passe. Donc lui, il analyse le conspirationnisme comme ça, comme un biais cognitif qui résulte d'une peur devant la complexité du monde. C'est pas inintéressant. Bon, alors après, il prêche un retour des Lumières contre l'obscurantisme. Bon, enfin, c'est... La dimension, d'ailleurs, chez lui aussi, décidément, religieuse du propos ne m'intéresse pas, mais le reste est intéressant. Alors, Monsieur Federbush, La marche des Lemmings, ce qui est intéressant, c'est que c'est quelqu'un qui fait partie de l'oligarchie, c'est quelqu'un qui fait partie de, comment dire, de la classe supérieure même, magistrat, énarque, bon. Et il a un discours qui est quand même un discours de vérité. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a intéressé dans son petit bouquin, là, c'est que, là encore, je ne suis pas du tout d'accord avec certaines des choses qu'il dit, mais on voit qu'il y a une partie de la classe dirigeante française qui commence sérieusement à renacler et à dire « mais attendez, on va où là ?» En particulier, ce qui est intéressant, c'est ce qu'il dit, c'est intéressant parce que ça vient de lui, sur le caractère évident de la récupération et sur les motivations électoralistes, on va dire, qui sont derrière, et sur le décrochage qu'il y a entre la gravité de la situation. Parce qu'il faut quand même voir la situation dans laquelle on est. Là, en ce moment, on a un gouvernement qui a mis la France en porte-à-faux sur un terrain en politique internationale qui est on ne peut plus explosif, c'est-à-dire le Proche-Orient, la Syrie en particulier. On a des centaines de milliers de personnes qui arrivent des zones de guerre, peut-être bientôt des millions,
On a des gens complètement irresponsables qui disent qu'il faut laisser rentrer tout le monde et n'importe qui, alors que, bon, vous imaginez bien que si on fait rentrer des centaines de milliers de personnes, ils vont amener leurs problèmes avec eux. Hein, je crois que c'est Danton qui a dit on n'amène pas la patrie à la semelle de ses souliers, mais c'est pas vrai. On l'amène à la semelle de ses souliers. Ça ne veut pas dire naturellement qu'il faut rien faire pour ces gens, hein. Il faut les aider, surtout que c'est nous qui les avons mis dans la merde en plus. C'est-à-dire simplement il faut faire attention à ce qu'on fait. Vous imaginez bien que si on fait rentrer 100 000 réfugiés syriens, il y aura 1000 types de Daesh au milieu. Hein. C'est clair, hein, c'est promis. Et voilà, et on est dans ce contexte-là. Et pendant ce temps-là, François Hollande et Manuel Valls cherchent à gagner temporairement 10 points de cote de popularité. Wow. Alors, ce qui est intéressant quand on lit un bouquin comme celui de M. Federbusch, c'est qu'on se rend compte quand même qu'à l'intérieur de la classe dirigeante, il y a des acteurs qui commencent à se dire « Oula, mais il serait peut-être temps quand même d'arrêter les conneries là, parce que on ne sait pas ce qui peut se passer. » Donc pour ça, c'est un livre... Bon, encore une fois, ces deux livres-là sont très très en dessous de celui de Todd, à mon avis, en termes de niveau de réflexion. Mais ils valent la peine. Ça vaut la peine d'être lu pour saisir l'esprit d'une époque, un moment dans l'évolution de l'esprit collectif en France. Alors c'est une très bonne question. Encore une fois, là aujourd'hui j'ai choisi de ne pas tellement parler de la récupération, mais c'est vrai qu'une récupération peut en cacher une autre. C'est-à-dire que la récupération politicarde Valls-Hollande, c'est peut-être inscrit dans un schéma plus général, animé par d'autres acteurs beaucoup plus sérieux et à plus grande échelle. Bon, alors je vais répondre à cette question-là. Je voudrais d'abord préciser une chose à propos de la notion de critique des religions. Moi je pense que la religion est un objet de critique, mais ça ne saurait en aucun cas, si vous voulez, justifier l'islamophobie ou l'antisémitisme ou l'antichristianisme d'ailleurs non plus. La critique n'est pas l'opposition, la critique n'est pas n'est pas la détestation. La critique consiste simplement à dire, quand vous me dites quelque chose, bon, c'est peut-être vrai, c'est peut-être faux, j'ai le droit d'avoir mon opinion, et puis on va réfléchir ensemble à ce que vous dites par rapport aux faits, et on va essayer ensemble de prendre conscience aux raisons qui font que vous pensez ce que vous pensez. Alors effectivement, toutes les religions, à cet égard, ne sont pas placées dans la même situation. C'est-à-dire que vous avez des religions qui sont appuyées sur des systèmes de dogmes, et ces religions-là ont plus de mal à tolérer la critique. Bon. Mais ça, j'ai envie de dire, je n'y peux rien. C'est pas ma faute. Moi, je considère que, par exemple, tout le monde a le droit de critiquer ma religion. Ça ne me pose aucun problème. D'ailleurs, j'en suis content parce que je crois, si vous voulez, que les êtres manifestés, donc y compris les religions, les églises, tout ça, ça ne peut s'inscrire dans la permanence que par la réforme permanente. Voilà. Donc, toute contradiction est la bienvenue parce que c'est l'occasion de l'internaliser. Bon. Donc c'est une certaine façon de percevoir les choses. C'est sûr que c'est plus compliqué pour d'autres religions qui ne perçoivent pas les choses de la même façon, mais ça, qu'est-ce que vous voulez, j'y peux rien. Pour moi, ce qui est toujours important, c'est de le faire avec respect. C'est-à-dire que je vis dans un pays où c'est autorisé de critiquer les religions.
Par contre, je trouve que ça doit être fait avec respect. C'est-à-dire que les caricatures obscènes de Charlie Hebdo, honnêtement, c'est pour ça que j'ai dit que je les aimais pas, ces gens-là. Pour moi, c'est pas une critique de la religion, c'est une insulte. C'est pas la même chose. Et d'ailleurs, c'est d'une certaine façon, c'est même le contraire, parce que la critique, ça consiste à essayer de comprendre l'autre. L'insulte, ça consiste à dire qu'on n'a pas besoin de le comprendre. Donc, vraiment, bon, moi je les aime pas, et c'est pas du tout la même chose. Mais cela dit, il faut être honnête aussi, je n'aime pas non plus leurs adversaires. C'est-à-dire que, je crois que c'est Dieudonné qui a dit « je me sens Charlie Koulibaly ». Ben, moi, je me sens ni Charlie ni Koulibaly, quoi. Je veux dire, entre des types que ça fait rire de caricaturer des bonnes sœurs et Mahomet, bon, et des hurluberlus qui confondent le maniement de la Kalachnikov et une religion, j'ai pas à choisir, quoi. On tombe à un niveau tellement bas dans la réflexion que j'ai envie de dire, démerdez-vous, quoi. Voilà. Bon, ça c'était pour la notion de critique et le sens dans lequel je l'entends. Après, pour répondre à votre question sur le fond, bon, moi je suis comme tout le monde, enfin je pense, j'observe, j'essaye de comprendre, et je sais que j'ai pas 5% des informations pour comprendre vraiment qui manipule qui et qui sont les acteurs qui, en dernière analyse, tirent les ficelles. Ce que j'observe, et c'est pour ça que je dis que j'avais là-dessus un désaccord avec Todd, c'est qu'il y a évidemment une forte influence des réseaux pro-Israël en France, et que cette influence est manifestement dans l'ensemble très négative. J'observe comme tout le monde que quand il y a eu les attentats là, de janvier, c'était quelques semaines ou quelques mois, je ne sais plus, après que Benjamin Netanyahou nous ait fraternellement mis en garde contre le fait que si la France faisait mine de reconnaître l'État palestinien, elle risquait d'être exposée au terrorisme. Ce qui quand même est intéressant, parce qu'on ne voit pas très bien dans l'absolu pourquoi. Pourquoi le fait de reconnaître l'État palestinien impliquerait que la France va être menacée par le terrorisme musulman. Ça, a priori, on pourrait s'attendre au contraire. Mais grâce à Bibi, nous savons que non. C'est pas dans ce sens-là que ça marchait. C'est intéressant. On peut aussi remarquer que juste après les attentats, il a expliqué que ça allait mobiliser la France contre les forces de l'islam. Qu'est-ce que c'est, les forces de l'islam? Je ne sais pas. Bref, on a bien compris que, effectivement, les Israéliens essayent d'instrumentaliser l'affaire pour leurs intérêts propres. C'est évident. Qu'ils cherchent à faire monter l'islamophobie en France, c'est évident. Ils sont dans une stratégie de monter de la tension partout autour d'eux, dans un autour de proche où c'est une tension extrêmement violente et directe, comme en Syrie, mais aussi dans un autour de lointain, y compris autour des communautés entre guillemets juives, en France par exemple, qu'ils se sont quasiment annexés. C'est-à-dire que je suis absolument persuadé que dans l'esprit de Netanyahou, les 600 000 Français juifs au regard de la loi juive, en fait c'est des Israéliens. Lui il pense que c'est des Israéliens. Ce qui est, à mon avis, peut-être vrai pour, je sais pas, peut-être 15-20% d'entre eux, mais c'est tout, quoi. Pour la grande majorité, non. Mais lui, il se les annexe. Ça ne le dérange pas. Donc ça, je l'ai bien vu, oui, c'est tout à fait exact. Cela dit, mon problème, c'est que je ne sais pas si c'est simplement une stratégie opportuniste, ou si c'est vraiment à ce niveau-là que se situe la force motrice. J'ai un peu du mal à croire que la force motrice se situe dans un petit État qui a en plus beaucoup de problèmes, qui en lui-même n'est pas si fort que ça. Ça se discute, je sais bien, mais qui ne me paraît pas si fort que ça. Moi, je crois, mais je reconnais que je ne suis pas sûr. Je crois plutôt que la force motrice est à chercher du côté de la puissance américaine, qui ne se confond d'ailleurs pas avec une puissance anglo-saxonne. Parce que tout simplement, c'est là qu'il y a, à mon avis, la puissance
pour agir effectivement. Alors après, cette puissance américaine elle-même peut agir en partie conditionnée par des réseaux pro-Israël. Là-dessus, il y a un bouquin à lire qui date d'il y a quelques années, mais qui reste d'actualité. C'est le bouquin de Mearsheimer et Walt, Le lobby pro-Israël et la politique étrangère des États-Unis. Si vous voulez voir en détail, c'est très très bien. Bon, ça date d'il y a, il faudrait l'actualiser, mais ça décrit bien les choses. Et ces universitaires américains expliquent que le problème des États-Unis, c'est que leur politique étrangère est en partie prise en otage, en quelque sorte, par les réseaux pro-Israël. Donc, bon, c'est un peu l'histoire de la poule et de l'œuf. Hein. Mais quand même, à un certain moment, si vous voulez, je pense que si un moment, si vous voulez, la puissance, on va dire, formée par le bloc États-Unis, Grande-Bretagne, Israël, doit choisir entre abandonner Israël ou abandonner le pouvoir géostratégique des États-Unis, c'est évidemment Israël qui vont abandonner. Parce que voilà, parce que leur vraie substance, c'est cette puissance-là. Pas le petit État qui finalement sert un peu de résidence secondaire à la famille Rothschild, quoi. En gros. Moi, c'est comme ça que je me représente les choses. Après, j'ai peut-être tort. Honnêtement, j'ai pas de certitude. Bah, en fait, d'abord, si vous voulez, c'est un constat historique et statistique. C'est-à-dire que, bon, la thèse n'est pas de moi. Hein. Encore une fois, là, en l'occurrence, je ne fais que reprendre le travail d'Emmanuel Todd, en espérant l'avoir bien compris. Le fait est que, si vous regardez l'histoire, vous voyez que le catholicisme implose dans le bassin parisien en France vers 1750. On a les taux de pratique religieuse et on les voit tomber brutalement. Et vous avez une période d'expansion économique qui suit très forte dans cette région. Le protestantisme s'écroule en Allemagne vers 1880 à peu près, et vous avez une période de très forte croissance économique en Allemagne du Nord ensuite, dans les années qui suivent. C'est un fait. Alors comment l'expliquer? À mon avis, ça vient du fait que quand le cadre religieux se disloque, certes les individus souvent sont en difficulté, mais les individus qui sont en difficulté, ce n'est pas ceux qui ont été élevés dans ce cadre puis qui l'ont laissé tomber, c'est ceux qui viennent à la génération d'après souvent. Je crois que c'est un petit peu ce qu'on a observé avec le baby-boom en France. Les baby-boomers, ils ont été élevés dans la France des années 50-60. Donc ils ont été élevés dans une France qui tenait encore à peu près debout. Ils sont passés par une éducation nationale qui était encore un peu inspirée par l'esprit des hussards noirs de la République, ou s'ils venaient de la France catholique, ils sont passés par un système d'enseignement privé catholique, qui finalement d'ailleurs fonctionnait un peu de la même façon, et donnait un peu les mêmes valeurs. Hein. Vous savez que le discours actuel d'un Vincent Peillon, par exemple, qui se réclame de l'esprit de la Troisième République pour parler de l'éducation nationale, c'est une arnaque complète. Si vous lisez, alors je ne me souviens plus du nom de l'auteur, mais la grande référence de Vincent Peillon, j'ai oublié son nom, enfin, moi je l'ai lu, le gars en question, il faudra que je le retrouve, je le donnerai après, vous le mettrez sur la vidéo. Peillon n'arrête pas de citer un auteur de la Troisième République, et en fait, moi par curiosité, j'ai lu le type en question. Il dit exactement le contraire de ce que dit Peillon aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire qu'il dit en gros que l'instituteur laïque doit infuser à la population la même morale que le curé catholique. C'est écrit en toutes lettres, hein. C'est écrit comme ça. Bref, les baby-boomers, ils ont été élevés encore dans cette France-là. Puis, ils ont laissé tomber, dans les années 60,
Si les taux de pratiques religieuses s'effondrent à partir des années 60, c'est pourquoi? C'est parce que les enfants du baby-boom ne vont pas à l'école, ne vont pas à l'église. Ils sont en train de faire mai 68. Mais ils ont bénéficié des avantages que donnait la religion. Parce que la religion, c'est surtout important dans les premières années. C'est surtout important pour former les esprits dans l'enfance et dans l'adolescence. Le cadre stable que ça confère, ils en ont bénéficié. Et ensuite, c'est eux qu'on va trouver effectivement dans la période de forte croissance économique et puis dans les années fric des années 80. Par contre, effectivement, quand vous revenez quelques décennies plus tard, comme les cadres anthropologiques fondamentaux ont été cassés, à ce moment-là, vous allez avoir des gens qui vont non plus être des baby-boomers élevés dans la France de 1950 et bénéficiant de la France des années 70, vous allez avoir des gens qui sont élevés dans la France des années 80 et qui se prennent dans la gueule la crise de la France des années 2000. Mais il a fallu une génération. C'est comme ça que j'ai compris le travail de Todd et c'est comme ça en tout cas que je me représente la traduction contemporaine de ces constats historiques. Il a fallu une génération pour que le choc en retour se produise. Je ne vous cacherai pas que je ne suis pas très optimiste. C'est-à-dire que j'ai pas la réponse à votre question. Moi, je crains malheureusement que, si vous voulez, comme souvent dans l'histoire, le chemin de l'enfer a été pavé de bonnes intentions. C'est pour ça que je me marrais en lisant la conclusion du bouquin de Todd. Parce que finalement, ce qu'il explique dans cette conclusion, c'est que lui, il avait un projet très beau, magnifique, sublime, et que donc ce projet était tellement beau et tellement sublime que peut-être il a un peu oublié de se poser la question de la faisabilité. Ce qui est classique, je veux dire, c'est classique, on est tellement enthousiaste pour un projet qu'on oublie de se demander s'il est faisable. Et je crains qu'on s'aperçoive qu'il ne l'est pas vraiment, c'est-à-dire que comment recréer une société qui soit une société, en fait, à partir d'un mélange comme ça de gens qui ont perdu leur point de repère en général. J'ai pas le remède. Ce que je peux dire simplement, c'est que je crois qu'il n'y a pas de précédent historique à une situation pareille. Donc on ne sait pas où on va. J'ai essayé de réfléchir, est-ce qu'il y a eu par le passé, comme ça, une situation où on se retrouve avec la quasi-totalité, enfin pas la quasi-totalité, mais une très très forte majorité de la population qui en fait n'a plus aucun système de référence structurant. En fait, plus aucun. On nous dit qu'en France, il y a un clash potentiel entre la France chrétienne et la France musulmane. Oui, il y a un clash potentiel entre la France post-chrétienne et une immigration dont une partie reste inscrite dans le monde musulman, mais dont une très forte partie, en réalité, en est sortie pour tomber de nulle part, pour se retrouver dans un no man's land anthropologique à peu près complet. Donc, je crois qu'il n'y a pas de précédent, parce que de toute façon, il n'y a pas de précédent à une situation où on se retrouve avec une population qui a été, pendant des décennies, biberonnée à 4 heures de télévision par jour, si vous voulez. C'est jamais arrivé dans l'histoire. On n'a pas de précédent d'une situation où on a une population qui n'a plus les bases pour s'exprimer correctement, qui ne connaît plus le syntaxe de sa langue, mais qui par contre peut aller sur Internet pour acquérir un niveau d'information sur le monde qui est extraordinaire. Extraordinaire. Enfin, je veux dire, là, dans la salle, il y a beaucoup de personnes qui sont jeunes. Vous ne vous rendez pas compte de la chance que vous avez. Je veux dire, dans ma génération, moi, quand j'avais 20 ans, mais on avait 1% de l'information que vous avez aujourd'hui. Il n'y a pas de précédent. Ça ne s'est jamais produit, ça ne s'est jamais fait. Donc qu'est-ce qui va en sortir? Je ne sais pas. J'ai pas de réponse. Voilà, moi j'ai pas de réponse à cette question-là.
Ce que je pense, c'est qu'il faut essayer de travailler, en tout cas, pour que ça dérape pas. C'est-à-dire que il faut sortir de l'état d'esprit de Todd, qui veut son truc, là, sa nouvelle Jérusalem. Et il faut simplement se dire, bon, ben, on va essayer de gérer les choses au mieux, prudemment, intelligemment, pour essayer que ça dérape pas. Déjà, si on arrive à faire ça, ça sera pas mal. Moi, je pense que c'est l'objectif aujourd'hui que doivent se donner les gens qui essayent de réfléchir à l'avenir de notre société, si tant est que d'ailleurs qu'on puisse encore parler de société, quoi. C'est comme ça que je me représente les choses. Bon, je sais, je suis pas très optimiste, hein, mais... Alors, ça dépend ce que vous appelez la laïcité. Bon, la laïcité, déjà, c'est un concept qui n'existe qu'en France, hein. Vous savez que pour faire comprendre à un étranger ce que c'est que la laïcité à la française, en fait, le terme qui peut être exporté, c'est sécularisation. Au départ, c'est ça surtout. C'est une variante française de la notion de neutralité axiologique, mais qui va être appliquée dans le champ religieux. Le pouvoir est neutre axiologiquement, donc on sépare l'Église et l'État. La République ne connaît que des citoyens, elle n'a pas à connaître de la religion des citoyens. Au départ, c'est ça, hein, la laïcité. En pratique, pas en théorie, en pratique, c'est devenu autre chose parce que tout simplement, ça ne pouvait vraiment exister qu'en combattant le catholicisme, je crois. C'est-à-dire que, enfin, moi, honnêtement, pour moi, quand j'observe les gens qui se revendiquent de la vieille laïcité à la française, les vieux bouffeurs de curés à la française, pour moi, j'ai juste un reflet des cléricaux français. Cela, c'est des cléricaux maçonniques. Dans la pratique, c'est ça, quoi. Moi, c'est comme ça que je les perçois. Peut-être je me trompe, hein. C'est pas mon monde, je les connais pas, bon. Mais c'est comme ça que je les perçois. Donc, si par laïcité vous entendez ça, ben oui, je crois que je suis Charlie, ça a été ça, mais appliqué plutôt à l'islam. Parce que comme le catholicisme n'est plus assez fort pour qu'on le combatte, enfin, je veux dire, c'est pour faire une guerre civile, il faut être deux, et même pour faire un simulacre de guerre civile, il faut être deux. Bon, là, aujourd'hui, en réalité, l'Église catholique en France, j'ai rencontré ceux qui restent de bouffeurs de curés frénétiques, ils m'ont tenu des propos extraordinaires. Selon eux, l'Église catholique, c'est une puissance très grande qui, comment dire, dont l'intolérance menace l'équilibre en France. J'en ai rencontré qui m'ont dit ça. Je ne sais pas dans quel monde ils vivent. Enfin, les mecs, ils sont dans... Alors eux, carrément, ils sont partis dans une projection imaginaire, et ils vivent là-dedans, quoi. Mais dans la réalité, non. Enfin, je veux dire, dans la réalité, l'Église catholique en France aujourd'hui est presque une force inexistante. Enfin, je veux dire, bon, il y a ici ou là, il y a quelques derniers des Mohicans qui restent inscrits dans le catholicisme. Ils n'emmerdent personne, d'ailleurs. Ils n'ont absolument personne. Enfin, je veux dire, je ne suis pas catholique, je suis français depuis 47 ans. S'il y avait une intolérance catholique en France, je l'aurais rencontré quand même. Je veux dire, au bout de 47 ans, ça, je l'aurais croisé. Bon. Donc ça n'existe pas. Par contre, il y a l'islam. Ah, ben voilà. Là, il y a un punching ball. Là, il y a un ennemi contre lequel se définir. Et donc là, il y a un ennemi contre lequel les cléricaux maçonniques, effectivement, peuvent se rassurer sur le fait que, puisqu'ils luttent contre un clergé, ils ne sont pas le clergé. Bien qu'en fait, ils le soient. Et que justement, le fait de lutter contre ce clergé leur permet de s'ériger, eux, en clergé. Mais qui dit être anticlérical, si vous voulez. C'est un clergé anticlérical. C'est très particulier. C'est comme ça que ça marche. Alors, cette laïcité-là, je suis d'accord. Effectivement, je suis Charlie est effectivement entre autres choses, il est plusieurs choses en même temps, mais il est entre autres choses une manifestation, je crois, de cette laïcité-là.
Mais pour moi, ce n'est pas le phénomène essentiel. Parce que si c'était que ça, il n'y aurait pas eu 4 millions de personnes dans la rue. Il y aurait eu les 200 ou 300 000 bouffeurs de curés frénétiques qui subsistent en France. C'est tout. Ben, je crois que, là-dessus, pour le conspirationnisme, je crois que le biais cognitif, c'est effectivement celui évoqué par Monsieur Mathieu Foulot. Pour l'anticonspirationnisme, je crois que c'est plus compliqué. Bon, l'anticonspirationnisme, tel que moi je le définirais, ça consiste pas à dire que quelquefois il y a des choses où il n'y a pas de complot, parce qu'effectivement, quelquefois il y a des phénomènes derrière lesquels il n'y a pas de complot. Ça consiste à dire que par hypothèse, il n'y a pas de complot. C'est-à-dire que chez les conspirationnistes, forcément la cause c'est un complot, et chez les anticonspirationnistes, forcément la cause ça peut pas être un complot. Bon. Dans cet autre biais cognitif, moi tel que j'ai vu ce genre de personnes, tel que je les ai ressentis, il y a plusieurs choses à l'intérieur qui se combinent. D'abord, il y a effectivement la peur de sortir des sentiers battus. Vous savez que les psychologues qui ont regardé comment fonctionne notre cerveau se sont rendus compte d'une chose tout à fait intéressante. Quand nous avons une réponse qui nous dérange, nous changeons la question. C'est-à-dire que on ne s'en rend pas compte évidemment, mais quand nous sommes amenés dans le fil de notre réflexion à nous poser une question qui nous amène logiquement à une réponse qui nous confronte à une forme quelconque de distorsion cognitive, ça nous met en porte-à-faux par rapport à notre propre système de croyance, eh bien, on ne sort pas de la logique, en fait, mais on change la question. On va transformer la question, et comme ça, on va éviter, en quelque sorte, de s'infliger la distorsion cognitive. Ça, c'est un phénomène, je crois, qui est assez fréquent chez les anticonspirationnistes. Il faut voir que dans cette salle, je pense que la plupart des gens sont plus ou moins militants politiques, ou disons des gens qui s'informent politiquement, etc. Donc, en fait, nous sommes ici des gens pas normaux, entre guillemets. Parce que la grande majorité des gens ne pensent presque jamais aux grandes questions. Ils s'occupent de leur vie. D'ailleurs, il n'y a aucun mal à ça, hein, c'est leur nature. Pour eux, la politique, la sociologie, c'est pas intéressant. Ce qui les intéresse, c'est leur vie, leur petit monde, leur famille, etc. D'ailleurs, je veux dire, il n'y a aucune critique, aucun mépris de ma part. Hein, c'est comme ça. Quand vous les entraînez dans l'examen de la possibilité, en tout cas, du complot, vous les entraînez dans un monde, dans un paradigme qui n'est pas le leur, et vous soulevez des questions où, logiquement, les réponses qui vont arriver remettent en cause leur système de croyance. Ils n'ont pas envie. Ils n'ont pas envie. Donc ça, c'est une première raison. Et puis, il y a une deuxième raison aussi, à mon avis, c'est un deuxième type d'anticonspirationnisme, c'est que, si vous voulez, les gens, et c'est là qu'on va retomber sur la même chose que le conspirationnisme, les gens ont peur de la complexité du monde. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'une cause unique. Et les anticonspirationnistes, la cause unique, c'est celle qui est promue par le pouvoir. Parce que déjà, je vous ferai simplement une remarque, c'est que sur les attentats du 11 septembre, par exemple, en fait, la théorie du complot, c'est la théorie officielle. C'est une théorie du complot. C'est Ben Laden qui a caché depuis une grotte, tel le docteur No, qui a envoyé des ondes, qui a envoyé ses agents, qui ont réussi, etc. Et puis ça s'est terminé que les Arabes, qui sont connus mondialement pour leur sens de l'organisation et de la ponctualité, ont réussi à détourner 5 avions avec 20 cutters, ou 19 cutters d'ailleurs. Bon voilà, c'est pareil en fait. C'est-à-dire qu'une partie des anticonspirationnistes sont anticonspirationnistes, à mon avis,
parce que ils ont ce biais cognitif qu'on appelle techniquement, ça vous pourrez aller regarder sur Internet ce que c'est, la disponibilité heuristique, qui fait qu'ils vont revenir sur les sentiers battus pour revenir sur des explications simples qu'ils ont déjà en stock. Et puis une autre partie, là c'est plus compliqué, c'est parce que ils ont peur de la distorsion cognitive et donc ils décident mais là c'est pas inconscient, c'est préconscient, ils décident de ne pas considérer la chose. Voilà. Vous avez un livre que je vous conseille là-dessus c'est un livre très intéressant. Et il est très très instructif quand on réfléchit aux raisons qui font que les gens vont accepter ou pas de considérer des théories, on va dire, non conformes. C'est un livre qui a été écrit par un psychologue, c'est alors je connais plus le titre français, mais le titre anglais c'est Thinking Fast and Slow, c'est-à-dire penser vite et lentement, d'un monsieur qui s'appelle Kahneman, Kahneman. C'est un psychologue, donc vous pouvez faire sur Google Richard Kahneman, je crois qu'il s'appelle, et vous tomberez sur son bouquin, et c'est très instructif. Il donne en particulier des comptes rendus d'expériences qui ont été faits par les psychologues sur la capacité de l'être humain à s'auto-intoxiquer, à transformer sa perception du monde, pour la mettre en accord avec le rôle qu'il doit tenir dans un système social. C'est très impressionnant. Voilà. Je suis bien obligé de constater, comme tout le monde, que les sociétés dans lesquelles il n'y a plus de religion, alors ça peut être au pluriel d'ailleurs, hein, parce que les sociétés peuvent avoir plusieurs religions, mais une société où la religion disparaît, c'est une société qui est confrontée à la perte de sens. Alors ce que je pense fondamentalement, si vous voulez, c'est que il y a une réalité pour l'être humain qui est assez difficile à avaler, bien qu'elle soit absolument évidente, c'est qu'il va mourir. Ça c'est clair au moins, hein. On s'en vient fixé à l'avance. Hein. Bon. Donc, à un certain moment, il faut réussir à avaler cette pilule que oui, tu vas mourir. Bon, finalement, la religion, c'est ce qu'on a trouvé de mieux pour ça, et c'est nécessaire au bon fonctionnement des systèmes sociaux, parce que à la différence, si vous voulez, des insectes, les êtres humains ne fonctionnent pas spontanément de façon, organiciste. Dans les sociétés insectes, de toute façon, les individus n'ont pas conscience d'eux-mêmes, donc ils sont pré-réglés, prédéfinis pour faire ce qui fait fonctionner le groupe. C'est pas le cas dans les sociétés humaines où les individus ont conscience d'eux-mêmes et où ils ont tendance à optimiser leur comportement en fonction de leurs intérêts à eux. Puis évidemment, il y a un moment où ils arrivent à cette réalité que s'ils font ça, à un moment ça s'annule, c'est absurde, puisque l'intérêt de l'individu disparaît puisqu'il va mourir. Et donc il faut réussir à faire en sorte que les gens, et souvent à un âge où on n'a pas encore ça en tête, parce que l'âge où les gens orientent leur vie, c'est 20 ans, c'est 25 ans. Il faut réussir à faire en sorte que les gens orientent leur vie correctement à 20-25 ans, alors qu'ils n'ont pas encore bien pris conscience de ça. À 20-25 ans, souvent, on ne sait pas vraiment qu'on va mourir. Enfin, on le sait, évidemment, tout le monde le sait, bon. Mais on n'a pas encore... On l'a pas pris en soi. Comprendre, vous savez, ça peut être comprendre extérieurement, hein, voilà, c'est posé devant moi, ou alors ça peut être comprendre au sens de intégrer. Bon. Et à 20-25 ans, en général, on l'a pas encore intégré. On l'intègre, je crois, souvent en général vers 40-45 ans. En général, c'est quand le médecin commence à vous parler de cholestérol que... Ah ouais. Bon, d'accord. Bon, et je crois que la religion, ça sert beaucoup tout simplement à faire en sorte que les individus fonctionnent
bien d'ailleurs pour la société, mais aussi pour eux-mêmes en fait, alors qu'ils n'ont pas encore compris. Et que d'ailleurs, dans certains cas, ils ne comprendront jamais. Mais on peut quand même les faire fonctionner bien. Donc finalement, moi j'aurais tendance à définir la religion un peu comme les phéromones, vous savez, dans les sociétés insectes. Donc c'est sûr que quand je dis ça, j'ai conscience de tenir des propos qui peuvent choquer les gens qui font de l'individu l'alpha et l'oméga de tout ce à quoi on doit ramener l'action sociale, etc. Mais moi, ce que j'ai envie de dire à ces gens-là, qui sont d'ailleurs souvent des laïcistes frénétiques dont on parlait tout à l'heure, c'est écoutez, ok, vous avez raison, vous voulez tout ramener à vous-même, à l'individu, etc. Alors on va faire un truc. Quand vous serez dans la chambre d'hôpital et que le médecin vous dira ben, demain matin vous n'êtes plus là, vous me rappelez puis on en reparle. En général, quand je dis ça aux gens, ça les... Bon, ben c'est comme ça. Hein. Voilà. C'est pour ça que je pense que la religion, effectivement, est incontournable. C'est pour ça que c'est embêtant de ne plus en avoir. C'est un système de croyance qui permet, d'une manière ou d'une autre, de faire comprendre à l'individu ce que la conscience individuelle ne peut normalement pas comprendre, c'est-à-dire la réalité de sa propre disparition. Alors après, ça peut se faire de plein de façons. Nous, en Occident, c'est par des religions, mais chez les Asiatiques, par exemple, c'est plutôt par des sagesses. Bon, peu importe. L'important, c'est qu'il faut faire comprendre à l'individu ce truc que normalement sa conscience ne peut pas comprendre, que d'une certaine manière, il doit se considérer comme sa propre illusion. Parce qu'un jour, cette illusion va se dissiper. Et s'il n'a pas compris avant, bah quand ça va dissiper, ça va faire mal. Voilà. Pour moi, c'est ça. Après, bon, ça peut être fait de différentes façons. Ce qui est sûr, c'est que c'est un peu compliqué de le faire quand la religion de la population, entre guillemets, c'est la Star Academy, quoi. C'est un peu limite à ce niveau-là.